Le football est un sport de passion. On a déjà vu qu'il peut constituer un ascenseur émotionnel comme on en a rarement vu ailleurs, en passant de la tristesse à la joie en quelques instants par exemple. Il unit dans des moments forts de célébration, de communion, autant qu'il divise et parfois au détriment du sport et de l'humanité. C'est malheureusement ça aussi le foot. Il peut être émaillé de drames et de tragédies. J'ai choisi aujourd'hui de revenir à certaines catastrophes liées à notre sport, non pas pour les juger, ni même pour chercher des responsables, mais plutôt pour vous en parler, porter à votre connaissance ces drames et rendre hommage aux victimes. Mais avant les amis, pensez à vous abonner. Si, cliquez sur le petit bouton en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi activer les notifications en cliquant sur la cloche. Et enfin, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant en avance dans la semaine du thème qui sera traité le week-end suivant. Une vidéo tous les samedis matins. De quoi bien démarrer le week-end, n'est-ce pas ? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc ici parcourir le globe pour s'arrêter sur quelques catastrophes qui ont marqué à jamais le football. N'hésitez pas à réagir et à me dire si vous en avez souvenir et si c'est le cas, comment vous l'avez vécu ou tout simplement si vous ne les connaissiez pas. Je vais en citer 5 comme souvent sur cette chaîne, mais ce ne sera pas un classement. Il n'y a pas de hiérarchisation au drame. Les finales de Ligue des Champions sont savoureuses. On les attend souvent toute l'année comme un enfant qui attend le Père Noël, avec beaucoup d'impatience et de plaisir d'en profiter le jour J. Mais le 29 mai 1985, cette joie fait vite place à l'horreur. L'affiche est pourtant magnifique. Liverpool, tenante du titre, affronte la meilleure équipe du moment, la Juventus de Turin, emmenée par Michel Platini. 60 000 personnes assistent au match en tribune, mais les conditions de sécurité et de confort sont mauvaises. Plusieurs milliers de fans échappent au contrôle de sécurité et s'amassent plus que de raison. Vous pouvez voir sur le plan, les fans des Reds de Liverpool sont en tribune Y et X et les fans de Turin sont en tribune Z. Pendant tout l'avant-match, la tension monte déjà en tribune. Insultes, jets d'objets, etc. Puis soudainement, les fans de Liverpool, on va plutôt dire les hooligans, chargent sur les tifosi. Les gendarmes sont vite débordés. Les supporters italiens et belges de cette tribune Z se replient en masse vers l'autre extrémité, ce qui cause une gigantesque bousculade. Les portes donnant accès en bas à la pelouse sont fermées, le piège est en place. Des grilles de séparation tombent et un muret s'effondre. Plusieurs personnes sont piétinées et le bilan est lourd. 39 morts et plus de 600 blessés. Après un rappel au calme des capitaines des deux équipes, le match débute, mais le cœur n'y est plus. La Juve l'emporte 1-0, mais c'est anecdotique. L'UEFA, craignant qu'un report du match n'attise encore plus les conflits, l'instance a demandé à ce que le match se déroule tout de même. Après cela, Liverpool sera interdit pendant des années de Coupe d'Europe et plusieurs hooligans seront condamnés. D'ailleurs, le gouvernement britannique demandera à ce que tous les clubs anglais soient exclus le temps de régler ce problème du hooliganisme. Si vous ne connaissez pas le Heysel, c'est parce que ce stade a été renommé ensuite et il s'appelle maintenant le stade du Roi Baudouin. Je pourrais faire une vidéo complète sur cet événement tant il y a à dire sur ce drame et revenir plus clairement sur les causes de cette tragédie et m'arrêter plus longuement sur les conséquences. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Cette catastrophe a eu lieu le 5 mai 1992, lors de la demi-finale 1991-1992 de la Coupe de France. Bastia, à domicile, affronte l'OM. Une heure avant le match, des responsables de la sécurité du stade font déjà part de leur inquiétude quant à une tribune qui, en dépit de tout bon sens, repose sur des cales en bois et des parpaings non scellés. Ils s'aperçoivent quand même que cette tribune bouge. Il faut savoir que la tribune pouvait contenir 10 000 personnes et que pour l'événement, ils ont monté la jauge à 18 000. On tente de revisser à la va-vite les boulons et les écrous et le speaker du stade demande aux supporters de ne pas taper des pieds. Là déjà,
Il y a un souci au niveau de la sécurité, vous ne pensez pas? Dès la prise d'antenne par TF1 à l'époque, la partie haute de la tribune s'effondre, entraînant une chute de plus de 15 mètres des supporters. Un mouvement de foule s'ensuit pour fuir la tribune et se réfugier sur la pelouse. Le SAMU est débordé. Des hélicoptères de la sécurité civile interviennent en renfort car le stade est difficilement accessible par la route. Le bilan est de 18 morts et plus de 2000 blessés. Le tribunal établira les invraisemblables manquements et défauts de sécurité et condamnera à des peines diverses plusieurs responsables, mais surtout ce sera le point de départ d'une modification profonde par l'État des règles pour l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public. Vous connaissez tous le célèbre classico européen PSG-OM. Non, je plaisante. Bien sûr, je fais référence au FC Barcelone Real de Madrid. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Amérique du Sud, il y a le Super Classico, le vrai match d'où le terme tire son origine. C'est l'affrontement entre River Plate et Boca Juniors. C'est toujours un match qui déchaîne les foules et les passions, parfois trop. Et dans l'extrême, la folie n'est jamais loin. Le 23 juin 1968 est malheureusement célèbre dans l'histoire de ce Super Classico. Lors de ce match au stade Monumental de Buenos Aires, le stade de River Plate, le match est sur le point de se terminer sur un score nul et vierge. Par anticipation, des supporters de Boca se précipitent vers la sortie pour éviter la cohue en fin de match. On parle de milliers de spectateurs qui s'amassent en même temps vers un minuscule escalier menant à la porte 12. Malheureusement, cette porte est fermée, alors que de plus en plus de spectateurs arrivent. Vous voyez la scène, comme quand on est bloqué devant la grille d'un concert et que ça pousse derrière. La même chose, mais avec des milliers de personnes. Cette marée humaine s'englue vers la sortie, ne sachant pas que la porte est fermée. Au total, 71 personnes, beaucoup de jeunes d'ailleurs, avec une moyenne d'âge d'à peu près 19 ans, sont écrasées ou asphyxiées. 150 blessés seront aussi décomptés. C'est la catastrophe dans un stade, et la précision est importante, vous le verrez plus tard, dans un stade la plus meurtrière d'Amérique du Sud. Alors il y a des témoignages qui affirment qu'une intervention musclée de la police faisant suite à des débordements aurait causé ce mouvement de panique en direction de la sortie. D'autres qui disent que des supporters de River auraient jeté un drapeau enflammé de Boca en tribune, ce qui aurait causé ce mouvement de panique. Aucun de ces scénarios n'a pu être confirmé. Depuis, les portes du stade ne portent plus de chiffres, mais des lettres. Pour ce quatrième événement, nous revenons en Angleterre et plus précisément à Sheffield. Nous sommes en demi-finale de la Coupe d'Angleterre qui voit s'affronter Liverpool à Nottingham Forest en 1989. Cette demi-finale a effectivement lieu sur terrain neutre, mais c'était coutume à l'époque. L'ombre du hooliganisme que nous avons vu plus tôt avec le drame du Heysel plane toujours. Et à l'époque, un match de football présentait un risque élevé de troubles à l'ordre public. Les supporters de Nottingham Forest sont installés dans la tribune la plus grande, à l'est, Spion Kop. Et ceux de Liverpool sont placés à l'opposé, dans le West Stand. Cette dernière tribune fait débat parce qu'elle est caractérisée par un goulot d'étranglement pour y accéder et que ce problème est déjà connu des responsables du club de Sheffield et de la police, avec plusieurs incidents signalés dans des matchs auparavant. Le jour J, les supporters arrivent tranquillement à la tribune West End, notamment, mais au fur et à mesure que l'échéance approche, le nombre de personnes se présentant pour accéder à la tribune grimpe et plus que d'habitude dans les dernières minutes à cause des embouteillages et des contrôles de police dans la ville pour le match. La situation se tend rapidement au niveau des tourniquets, trop peu nombreux, et de ce goulot d'étranglement. Mais allons un instant dans le stade. La tribune, la West Stand, est mal équilibrée en termes de remplissage. Les billets ne sont pas numérotés et on pouvait s'installer où bon nous semblait. Les personnes réussissant à entrer depuis le goulot d'étranglement et après avoir passé le tourniquet se sont ruées au meilleur endroit, délaissant une grande partie de la tribune. Cette partie de tribune était donc bondée près du double de sa capacité d'accueil. Revenons maintenant dans la file d'attente. La situation ici devient incontrôlable. Par peur qu'il y ait des blessés, la police ouvre une grande porte pour laisser entrer les gens et réduire la pression. Comme une bouteille gazeuse qu'on secoue fortement, c'est 2000 personnes qui jaillissent d'un coup dans la tribune et se dirigent vers les pans déjà blindés.
que nous venons de voir. Personne n'avait pensé à fermer les accès à cette partie de la tribune. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Des supporters périrent asphyxiés, des barrières cédèrent sous la pression précipitant des supporters sur ceux du dessous qui furent écrasés. Le bilan fut de 96 morts et 766 blessés. Sur ce drame, en 2010, il a été statué que la responsabilité en revenait à la police, réhabilitant ce que l'opinion avait pendant longtemps, 27 ans, pointé du doigt les supporters de Liverpool. Il y a un mémorial devant le stade d'Anfield pour rappeler cette tragédie et les Scousers y font souvent référence. À nouveau, je peux en faire une vidéo plus détaillée et plus complète si ça vous intéresse. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et d'ailleurs, un film traitant de cette tragédie existe uniquement en VO. Il s'appelle sobrement Hillsborough. Voilà certainement le drame le plus sanguinaire et le plus animal de l'histoire du football mondial. Nous repartons en Amérique du Sud, et si la tragédie de la Porte 12 était la pire catastrophe dans un stade en Amérique latine, celle-ci dépasse le cadre du stade en lui-même. Nous sommes le 24 mai 1964 à Lima, au Pérou, au stade national. Le match oppose les amateurs de la sélection péruvienne contre les amateurs de la sélection argentine pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une erreur d'arbitrage en fin de match entraîne l'irruption de deux supporters péruviens qui veulent s'en prendre à l'arbitre. Ils sont rattrapés et battus par les forces de l'ordre qui les traînent vers les vestiaires sans ménagement. Ce fait cause la colère des supporters qui envahissent le terrain pour s'en prendre aux policiers. Ces derniers utilisent des gaz lacrymogènes, tirent en l'air et les spectateurs paniqués fuient vers la sortie mais sont bloqués là aussi par des portes fermées. Bousculade, asphyxie, écrasement causent là aussi de nombreux décès. Mais les émeutes se poursuivent aussi en dehors du stade et la population appelle au lynchage des forces de police. C'est l'apocalypse. Beaucoup de policiers se font passer à tabac, incendies, jets de bouteilles, lancers de pavés, cassage de vitrines, saccages et même pendaisons de policiers ont lieu pendant cette nuit. On redoute même un coup d'État et l'armée est envoyée. 318 morts sont dénombrés à la suite de ce mouvement de panique et des émeutes qui ont eu lieu dans la ville après le match, ainsi que 800 blessés. L'arbitre de la rencontre, celui par qui la frénésie a commencé, a eu ces mots. Si j'avais su que 300 personnes allaient mourir, j'aurais validé ce but et arrêté immédiatement l'arbitrage. On aime le foot les amis, mais pas pour ça. Espérons ne jamais revoir ces catastrophes dans une enceinte sportive. Mais pour finir sur une note plus légère, t'aurais pu parler de la catastrophe du 8 mars 2017 entre le PSG et Barcelone. Punaise, le revelà lui. Bon, je crois qu'il a son contre. Revenons-en à notre sujet. Et pour le coup, ce sera tout les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.